La Mésopotamie est tombée récemment, et hélas, sous les feux de l'actualité, à la suite de la destruction de toute une série de vestiges qui remontent au premier millénaire avant notre ère, à l'époque de la domination des Assyriens et à l'époque des Babyloniens. Vous avez vu certainement ces images à la télévision où on a vu ces génies mésopotamiens qui étaient démolis par les soldats de Daesh, de l'État islamique, et vous avez certainement vu également, ça c'était à Nimrod, et vous avez certainement vu également les destructions de statues dans le musée de Mossoul, qui se trouve donc dans le nord-est de l'Irak. Et cette Mossoul, c'est une région qui correspond à l'ancienne Assyrie. Voilà. Heureusement, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'il s'agissait, en tout cas pour les pièces du musée, de pièces en plâtre qui étaient des copies. Enfin, il n'en demeure pas moins que cet acte n'a pas été posé pour rien, il a été filmé, il fallait montrer très clairement quelque chose. Alors quoi, précisément, c'est pas tout à fait clair. Il y en a qui donnent des explications liées à la naissance de la sériologie qui serait le résultat de la colonisation anglaise et des, comment dirais-je, des consuls français qui ont séjourné là-bas au XIXe siècle, et donc ce serait une manière de dire, vous savez, c'est vous qui avez créé cette discipline, et l'archéologie n'est rien d'autre qu'un héritage, je dirais, de la colonisation. Mais ceci dit, on n'a pas eu de message précis, ça c'est une interprétation que je fais pour l'instant, bien entendu. Donc, comme je vous le disais il y a un instant, la Mésopotamie, en tout cas les témoignages que nous ont laissés les Mésopotamiens d'il y a plus de 2000 ans, 2500 ans, sont tombés sous les feux de l'actualité. Mais c'est évidemment pas la raison pour laquelle je vais m'attacher au sujet que je vais traiter aujourd'hui, à savoir le problème du fonctionnement de la société et de l'économie dans l'empire néo-babylonien au 7e et au 6e siècle avant Jésus-Christ, et pour vous donner des dates plus précises, c'est entre 626 et 539 avant Jésus-Christ. Donc je redonne les dates, 626, 539 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet? Eh bien parce que lorsqu'on étudie la société, l'économie de cette époque-là, on est frappé par son dynamisme. Moi, je me souviens, quand j'étais dans l'enseignement secondaire, on passait très rapidement sur le chapitre lié à la Mésopotamie. Il y avait bien entendu une leçon qui était consacrée au code d'Hammurabi, c'est-à-dire au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et encore, on ne parlait que du code et ce qu'il y avait dans le code. On nous parlait un petit peu de l'époque de Nabuchodonosor, mais pour le reste, on nous parlait des jardins de Babylone, enfin deux ou trois éléments liés à l'irrigation de cette région. Mais pour le reste, c'était motus et bouche cousue, tout simplement parce que les professeurs d'histoire savaient peut-être peu de choses sur le sujet. Moi, je me suis documenté, j'ai quand même travaillé un petit peu là-dessus pour préparer cette leçon. Et alors, vous allez voir qu'il y a des choses tout à fait inédites, enfin pas inédites, mais insoupçonnées, inimaginables, que l'on trouve dans cette économie mésopotamienne. Ensuite, il y a la modernité de son fonctionnement. Ce n'est pas seulement son dynamisme, c'est aussi son fonctionnement. Les Mésopotamiens ont inventé toute une série de procédures, d'actes juridiques qui leur permettaient d'avoir des transactions dans toute une série de domaines. Alors, bien entendu, pour pouvoir traiter un sujet comme celui-là, il faut disposer d'une documentation abondante. Eh bien, figurez-vous, ce qui peut paraître très curieux d'ailleurs, c'est qu'on a énormément de documents pour cette période-là. On a trouvé
des dizaines de milliers de tablettes, de contrats en tout genre, des contrats de gestion, des procès, des actes administratifs qui nous permettent de bien comprendre cette période-là de l'histoire. Donc vous voyez que ce n'est pas obligatoirement parce que quelque chose est très ancien que l'on a peu de choses, et parce que quelque chose est récent que l'on a beaucoup de documents. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a le hasard des découvertes, bien entendu, mais il se fait que pour pouvoir avoir des documents, des archives, il faut avoir eu une civilisation qui pratiquait intensément l'écrit. C'est le cas de la civilisation mésopotamienne. Alors, avant de vous indiquer quel sera le plan de mon exposé, je vais quand même replacer les choses dans leur contexte spatio-temporel, bien entendu. Alors, je vais vous montrer la carte qui se trouve derrière moi, où je vais situer l'empire paléo-babylonien, c'est-à-dire l'ancien empire de Babylone, hein, qui connaît son apogée au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est l'époque du célèbre Hammurabi. Et puis, je vais vous montrer l'empire néo-babylonien dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Hein. Ne confondez pas l'époque d'Hammurabi, XVIIIe siècle avant, et l'époque dont je vous parle aujourd'hui, VIe siècle avant. Donc, il y a 1200 ans entre les deux. Hein. C'est énorme. C'est comme si vous confondiez l'époque de Charlemagne et la nôtre sous le plan chronologique. Ce serait absurde, ce serait une faute énorme. Donc, surtout, ne confondez pas les deux. Alors, je vous montre maintenant, sur cette carte qui représente le monde oriental, alors, l'empire babylonien paléo-babylonien recouvre toute cette région-ci. Regardez bien. Ça, c'est l'empire, je dis bien, paléo-babylonien. Donc, c'est l'époque d'Hammurabi, XVIIIe siècle avant notre ère. L'époque dont je vais vous parler maintenant, qui a pour plus célèbre souverain Nabuchodonosor, je vais réécrire son nom au tableau, je crois l'avoir déjà écrit d'ailleurs précédemment, eh bien Nabuchodonosor, lui, a un empire beaucoup plus grand, puisqu'il couvre toute cette partie-ci, donc il reprend l'empire d'Hammurabi, mais il couvre toute cette région-ci, c'est-à-dire qu'il couvre l'Irak, la Syrie, ce que l'on appelle le Liban maintenant, et Israël. Voilà. Donc, il couvre toute cette région-ci. Alors, vous allez me dire que c'est évidemment une forme un petit peu bizarroïde. Alors, pourquoi cette forme bizarroïde, qui ressemble un petit peu à un boomerang? Tout simplement parce que la partie qui se trouve, la région qui se trouve entre les deux, entre le couloir syro-palestinien et la Mésopotamie au sens strict, en fait, c'est le désert. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens de posséder et de chercher à dominer une étendue désertique. Donc, vous retenez bien cette forme de boomerang, ce qu'on a appelé souvent aussi le croissant fertile. Mais le croissant fertile descendait plus loin. Alors, j'écris Nabuchodonosor. Est-ce que ça ira là? Oui? Non, je vais l'écrire de l'autre côté. Alors, je réécris Hammurabi. Tiens, une craie jaune, je prends une craie blanche. Alors, Hammurabi, ça va. Nabuchodonosor. Voilà, Nabuchodonosor. Je vais encore vous écrire quelque chose d'autre, je ne crois pas. Non. Alors, ici, il s'agit de Nabuchodonosor II. Ça va? Dans l'ordre dynastique. Alors, voilà, ça c'est sur le plan géographique. Alors, sur le plan maintenant chronologique, l'histoire de la Mésopotamie nous est connue par des écrits qui remontent à 5000 ans. Mais la Babylonie ne nous est vraiment connue
que depuis 4000 ans, depuis la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, à partir du moment où elle s'impose politiquement dans le paysage du Proche-Orient, justement à l'époque d'Hammurabi. Elle succède ainsi au royaume d'Akkad et de Sumer. C'est un simple rappel, ça doit vous rappeler ce que j'ai déjà expliqué au premier quadrimestre. Maintenant, si je vais directement au premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où la Babylonie va à nouveau connaître un apogée, il faut savoir que de 900 à 626, je dirais que politiquement, la Babylonie végète, en tout cas sur le plan international. Au IXe siècle, elle est dominée par les Assyriens, et elle va être à nouveau dominée, mais là encore plus fermement, par les Assyriens entre 720 et 626. Donc je répète, entre 720 et 626. C'est l'époque d'un autre personnage très célèbre qui est Ashur-banipal. Alors je dis Ashur parce qu'en fait les deux S sont surmontés dans la transcription dans notre écriture par deux petits accents circonflexes à l'envers, si vous voulez, qui nous précisent que ces S doivent être chointants. Voilà. Ou de petits V, si vous voulez plus exactement. Ça se prononce ch. Ce sont des S chointants. Donc, Ashur-banipal est donc bien un empereur assyrien. L'empire assyrien va tomber sous l'effet conjugué des armées babyloniennes et mèdes. Les Mèdes, ce sont ceux qui vont constituer cet embryon de l'Empire perse. Alors, de 626, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un rappel, à 539, donc pendant un peu moins d'un siècle, donc de la fin du dernier tiers, du 7e siècle, grosso modo au milieu du 6e siècle avant notre ère, vous avez donc un empire néo-babylonien qui se met en place et qui a pour plus célèbre, je dirais, souverain Nabuchodonosor II, qui, comme Ashur-banipal, a eu un règne d'une quarantaine d'années. C'est pour vous dire que dans cette période qui fait 90 ans, eh bien, il y a déjà 40 ans consacrés au règne de Nabuchodonosor. Le dernier souverain néo-babylonien, c'est Nabonide. Et ça doit vous rappeler quelque chose parce que je vous ai donné deux textes sur lesquels vous devez travailler qui font référence à ce dernier roi néo-babylonien, donc Nabonide. Alors après 539, je suis toujours dans le cadre chronologique, après 539, jusqu'en 331, donc pendant 200 ans, pendant 2 siècles, ce sont les Perses qui dominent la Mésopotamie, et la Mésopotamie n'est qu'une province parmi beaucoup d'autres, parce que l'Empire perse allait de l'Égypte jusqu'à la Turquie, jusqu'à la Grèce, si je puis dire. Il couvrait en fait tout le Moyen-Orient jusqu'au Pakistan. Donc la Mésopotamie n'était qu'une
partie de cet empire perse. À cette époque-là, la dynastie qui domine en Perse, ce sont les Achéménides. Les Achéménides. Les Achéménides. Je vous demande de retenir ce nom parce qu'il est quand même très important. C'est l'époque de Cyrus, de Xerxès, de Darius, enfin de tous ces empereurs perses très célèbres qui vont conquérir cet empire et surtout, pour Darius et Xerxès, se retrouver face à face avec les Grecs, avec les Athéniens en particulier. Cet empire perse va être complètement conquis à partir en 331, donc 2 siècles plus tard, par Alexandre le Grand, qui est un Macédonien, donc un Grec, en 331. Donc, autrement dit, on peut pratiquement superposer l'empire d'Alexandre le Grand et l'empire perse. C'est pratiquement la même chose. Ça va de l'Égypte au Pakistan dans les deux cas. Et ça va de la Turquie, je dirais, à l'Iran dans les deux cas. Donc c'est pratiquement un empire qui... ce sont pratiquement deux empires semblables. Pratiquement. Hein. Évidemment, quand on voit ça sur une carte, ça paraît très proche. Maintenant, dans le détail, vous allez voir qu'il y a... Enfin, on ne va pas le voir parce que ce n'est pas l'objet de la leçon, mais il y a quand même des différences. C'est parce qu'on voit ça de loin, si je puis dire, comme si on voyait ça de la Lune. Pratiquement, c'est le même empire, mais effectivement, il y a des différences territoriales assez importantes du côté des ex-républiques turcophones de l'Union soviétique, par exemple. Enfin, entre 331 et 140, et je vais m'arrêter là, vous avez la création d'un vaste royaume, qui est le royaume macédonien des Séleucides. Les Séleucides, qui reprend la Mésopotamie, les Séleucides. Alors, à partir de 140, mais on ne peut plus parler de Babylonie. Je dirais que la culture babylonienne disparaît au 1er siècle avant Jésus-Christ. Après, elle est complètement assimilée par d'autres cultures. D'ailleurs, c'est l'araméen qui va devenir la langue de tout le Proche-Orient, la langue parlée par Jésus de Nazareth. Vous avez certainement entendu que les populations chrétiennes qui sont persécutées au Proche-Orient portent des noms un petit peu bizarres, puisqu'ils portent le nom d'Assyriens, de Babyloniens, de Chaldéens. Maintenant, si vous écoutez bien les informations, si vous lisez les journaux, vous allez dire, mais pourquoi on parle des chrétiens assyriens, des chrétiens babyloniens, chaldéens? Ça paraît un petit peu bizarre, mais ils prétendent descendre donc de ces populations mésopotamiennes. Ils se définissent eux-mêmes comme mésopotamiens. Ils ne se définissent pas d'abord comme irakiens ou comme syriens, bien qu'ils aient l'une ou l'autre des nationalités. Ils sont très fiers, en fait, de remonter à l'Antiquité pré-chrétienne, tout en étant eux-mêmes chrétiens. Et ils n'ont pas été assimilés par l'islam. Il se fait qu'ils ont été longtemps en très bons termes, d'ailleurs, avec les musulmans, mais comme vous savez, depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, il y a eu un exode massif de ces populations, en particulier vers l'Europe. Hein, et alors ne parlons pas des événements très récents, depuis quelques mois, avec l'État islamique qui poursuit et tue systématiquement les chrétiens. Voilà.
Donc, j'ai replacé le cadre géographique, le cadre chronologique, politique plus exactement. Je crois que maintenant, je peux franchement vous donner le plan de mon exposé et aller plus avant dans ce que je voudrais vous démontrer, c'est-à-dire le dynamisme, la modernité de cette société et surtout de cette économie babylonienne au VIe siècle avant notre ère. Alors, mon plan comprendra deux parties. La première partie sera consacrée aux différentes classes sociales à Babylone. On verra dans un premier temps les esclaves et les dépendants. Dans un deuxième temps, on verra la notabilité, les notables qui vivent dans les villes. Ce sont, disons, les deux groupes principaux que nous allons étudier ensemble. Ensuite, on abordera le problème de l'économie. Tout à fait logiquement, comme pour toutes les sociétés qui précèdent la révolution industrielle, il sera d'abord question de l'agriculture. Dans un deuxième temps, il sera question de l'élevage. Et enfin, j'aborderai le problème du véritable moteur de l'économie babylonienne, mésopotamienne au VIe siècle avant Jésus-Christ. Je veux faire état ici du palais royal et d'autre part des grands sanctuaires, des grands temples. On peut vraiment parler d'un appareil étatique, d'un appareil, comment dirais-je, étatique et religieux, comme à d'autres périodes, en Union soviétique, on parlait d'un appareil militaro-industriel. Eh bien, dans le cas de la Mésopotamie, on peut parler d'un appareil, d'un système où domine donc le palais royal et où domine d'autre part les grands temples. Ce sont eux vraiment les moteurs de l'économie. Alors, je commence tout d'abord par la société. Premier point. Donc n'oubliez pas que l'objectif de ces leçons, c'est essentiellement de vous apprendre à construire une leçon sur le plan intellectuel. Pas spécialement sur le plan pédagogique, puisque je m'adresse à des étudiants qui ont entre 18 et 20 ans et qui devront enseigner à des élèves de 12-14 ans. Donc évidemment, ça n'aurait pas beaucoup de sens que j'applique une pédagogie destinée à des élèves de 12-14 ans ici. Donc, sur le plan pédagogique, c'est évidemment pas le cas, mais en revanche, je crois que c'est important d'avoir des idées très claires en tête et de bien structurer ces leçons, au moins pour avoir des idées claires. Si les idées ne sont pas claires dans votre tête, comment voulez-vous les transmettre à des jeunes enfants, ou en tout cas des jeunes adolescents? C'est pas possible. Il faut d'abord avoir des idées claires. Et il faut surtout avoir une problématique très importante. Quand vous faites cours, il ne faut pas faire de l'histoire, vous savez, événementielle, chronologique ou purement thématique. Il faut qu'il y ait un ressort dans votre leçon, un moteur véritablement. Et donc il faut toujours avoir un problème que vous allez essayer de dépatouiller et il faut que votre leçon apparaisse comme une véritable démonstration. Comme en mathématiques ou comme en cours de sciences. Ça n'a pas d'intérêt de dire il s'est passé ceci, il s'est passé cela, etc. Non, il faut comprendre un problème. C'est-à-dire que le problème, c'est vous qui le posez. Le problème n'existe pas avant que vous le posiez. La réalité, il faut pouvoir l'interroger. Mais la réalité n'est pas question elle-même, c'est le sujet qui pose la question sur la réalité, bien entendu. Alors, on aborde d'abord donc la société. La société. Alors, la société babylonienne, elle est constituée de quelques classes que j'ai annoncées dans mon plan. Et nous allons aborder tout d'abord le problème des esclaves et des dépendants. Alors, je fais une distinction entre les deux. Parce qu'un esclave, tout le monde comprend ce que c'est un être humain qui est la propriété d'un autre être humain, qui travaille pour lui, qui est exploité pour lui. Tandis qu'un dépendant, c'est quelqu'un qui est libre, qui est sans doute aussi exploité, bien entendu, mais qui est libre. Cette liberté peut être relative, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est libre. Alors,
Parmi les esclaves, il y a les esclaves qui appartiennent à des personnes privées, et il y a ensuite les esclaves qui appartiennent à des grands organismes, ceux que j'ai cités tout à l'heure, par exemple les grands temples. Vous devez imaginer qu'à l'époque, les grands temples, ce sont de véritables entreprises, hein, sauf que ce sont des entreprises qui sont peut-être pas, qui sont très productives, mais il se fait que le produit de ce qui est effectivement produit dans ces temples va disparaître, je dirais, et ne sera pas lui-même investi dans quelque chose qui pourrait donner des fruits, comme dans le cas d'une entreprise moderne, à une rentabilité beaucoup plus importante. Ceci dit, le problème de la rentabilité, on va le voir, n'est pas du tout absent de la réflexion de ces Babyloniens au VIe siècle avant notre ère. Alors, comment devient-on esclave en Babylonie? Alors, théoriquement, l'esclavage pour dette a disparu à l'époque qui nous intéresse. Même si il y a, lorsque l'on fait un prêt, l'habitude de laisser en gage au prêteur, c'est-à-dire au créancier, un ou des esclaves qui va garantir que le prêt sera bien remboursé. Autrement dit, l'esclave, il va fournir, je dirais, l'intérêt qui court pendant que l'emprunt n'est pas remboursé. Donc, le travail fourni par l'esclave, eh bien, va appartenir au prêteur, au créancier. Et lorsque le prêt sera remboursé, eh bien, la personne mise en gage sera rendue à son propriétaire initial et la boucle sera bouclée. Il faut savoir aussi que les esclaves sont vendus, mais le plus souvent transmis. Transmis par hérédité, je dirais par héritage, excusez-moi, par héritage. Et donc la plupart des esclaves que l'on trouve en Babylonie au siècle qui nous intéresse, ce sont des esclaves que l'on a acquis par héritage, justement. Alors ces esclaves fournissent la plupart du temps, je dirais, la main-d'œuvre qui fait le travail le plus pénible en général. Lorsqu'il s'agit d'une main-d'œuvre servile qui travaille pour les grands organismes, c'est-à-dire pour les temples, là, il s'agit d'une main-d'œuvre qui est évidemment parfois très nombreuse pour travailler sur les domaines ruraux de ces temples. Et à part quelques individus qui, à la suite du hasard ou de leurs compétences, parviennent à occuper parfois des charges administratives importantes au niveau de la trésorerie, de la gestion du domaine, eh bien la plupart des esclaves, ce sont des pauvres types qui travaillent durement, sous le soleil exactement, comme dans la chanson, et qui, travaillent à la tâche jusqu'à leur mort. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un pays où il fait extrêmement chaud à certaines périodes de l'année, bien entendu. Restent maintenant les dépendants. Donc c'est la deuxième catégorie du premier groupe d'individus que je voulais citer après les esclaves. Donc les dépendants. Alors les dépendants, ce sont des paysans qui souvent ont un petit terrain de terre pour eux-mêmes, qu'ils cultivent, qui ne leur permet pas de vivre, et ils louent leurs services à des propriétaires fonciers et surtout aux temples, qui sont des entreprises, je vous ai dit, gigantesques à l'époque. Et ils doivent donc payer une redevance sur les terres qu'ils cultivent. Ça va de soi, c'est pas gratuit. On va passer maintenant, après avoir vu le
le premier groupe esclaves et dépendants, on va passer maintenant à un autre groupe, alors, qui a laissé très peu de place, ou plus exactement, très peu de traces dans les archives. Je dis bien dans les archives, ces fameuses tablettes en argile avec des écritures cunéiformes. On ne sait pratiquement rien de la noblesse, de tous ces gens qui vivaient à la cour auprès du roi. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Parce qu'en général, on en sait plus sur les classes élevées qui produisent des sources, j'allais dire du papier à l'heure actuelle, mais à cette époque-là, ce n'est pas du papier, qui produisent de l'argile, hein, et on en sait moins sur les petites gens. Eh bien, tenez-vous bien, pour cette époque-là, c'est l'inverse. On en sait plus sur la gestion des domaines et sur le petit peuple, indirectement par les actes de gestion qui nous sont restés de cette époque, qui remontent maintenant à plus de 2500 ans. Donc on sait très peu de choses sur ces gens-là. Ces gens-là, ils avaient quoi comme fonction? Ben, c'était essentiellement des gouverneurs de province qui étaient désignés par le roi de Babylone, ou l'empereur, si vous voulez, et pour lesquels travaillait, alors, la catégorie qui nous intéresse plus, pas parce qu'elle est plus intéressante, quoiqu'elle est vraiment intéressante, mais parce que cette catégorie-là nous a laissé beaucoup de documents d'archives. Ça va, Cassandra? Oui? J'avais l'impression que tu étais souffrante, non? Ça va. Alors, ce groupe, ce sont donc les notables urbains. En tout cas, c'est la catégorie qualifiée comme telle par un certain nombre de spécialistes d'assyrologie. Je rappelle que l'assyrologie, ce n'est pas l'étude des Assyriens, c'est l'étude, en fait, de tous les peuples qui ont vécu en Mésopotamie. Ça va? Aussi bien les Assyriens que les Babyloniens, que les Chaldéens, les Sumériens, etc. On met ça sous la catégorie assyriologie. Ça va? Bon. Alors, ces notables urbains ont des fonctions administratives dans l'Empire. Il s'agit également de lettrés. Et quand ils combinent les deux, ben, ça fait un petit peu penser à ce qu'étaient les mandarins, quoique par leur fonction, les mandarins ressemblent plus quand même à la noblesse d'Empire. Hein. Mais enfin bref, donc vous avez, ce sont des administrateurs, ce sont des lettrés, mais ce sont aussi surtout des hommes d'affaires. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ça va? Voilà. Des hommes d'affaires. Tu peux tirer complètement, hein, tant qu'à faire. Les hommes d'affaires. Alors, homme d'affaires ne veut pas dire obligatoirement banquier, mais il est vrai que ce sont souvent des financiers. Ce sont des gens qui servent d'intermédiaires dans des affaires commerciales, principalement, mais pas seulement, pour cette noblesse que l'on ne connaît pas par ailleurs. Alors, que sait-on, justement, sur cette notabilité urbaine? Eh bien, il se fait que ce sont des gens, c'est un groupe social qui a laissé de nombreuses traces, je le répète au moins pour la deuxième ou la troisième fois. Alors, des contrats de mariage. Alors, vous savez que dans les contrats de mariage, on peut trouver des choses très intéressantes concernant la fortune des gens. Et c'est ça qui peut nous intéresser, évidemment, du point de vue de l'économie et de la société. On trouve également des testaments. Donc là aussi, ça nous informe sur la fortune. On trouve également des contrats de gestion. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de passer un contrat avec quelqu'un, avec du personnel, ou lorsque vous voulez décider de la manière dont votre
dont vos terres vont être gérées par tel ou tel groupe, eh bien là, ça laisse des traces sur le plan juridique. Il y a également, comme archive intéressante, des sentences de procès. Alors c'est quoi des sentences de procès? Ce sont en fait des jugements, des attendus de jugement, qui nous informent sur les garanties qui peuvent être apportées à telle ou telle propriété. Alors, c'est pas en tant tellement qu'historien du droit que ça peut nous intéresser, c'est en tant qu'historien sociologue, puisque lorsque l'on vous garantit une propriété, ben on sait que cette propriété existe. Donc ce ne sont pas tellement les procédures juridiques qui peuvent nous intéresser, je dirais, quand on fait de l'histoire générale, hein. Je ne parle pas pour les spécialistes d'histoire du droit, ça c'est autre chose. Mais à partir du moment où vous savez qu'il y a telle et telle propriété, qu'elle est divisée de telle ou telle manière, qu'elle produit telle ou telle chose, et que dans le contrat on vous indique les intérêts, les rendements, etc., vous imaginez quelle source prodigieusement intéressante que c'est pour ceux qui font de l'histoire sociale et de l'histoire économique. Eh bien, on a tout ça pour cette classe donc des notables urbains. En général, c'est le chef de famille qui gère la fortune, le patrimoine familial. On peut également désigner une autre personne si celui-ci se trouve dans l'empêchement. Alors, maintenant, on va aborder l'économie. Hein, pour ne pas être trop long quand même, je vais essayer de synthétiser mon propos et de voir quels sont les grands secteurs de l'économie. Je vous avais annoncé dans mon plan initial d'entrée de jeu que le secteur le plus important, c'est logiquement l'agriculture, puisque nous sommes toujours dans la phase, je dirais, néolithique de l'histoire humaine. Et néolithique, il ne faut pas le prendre au sens étymologique, bien entendu. Il ne s'agit plus de la pierre polie. Souvenez-vous, quand on parle de révolution néolithique, on fait référence à la révolution qui va mettre en place l'agriculture et l'élevage et qui a subsidiairement, si je puis dire, comme dans le domaine du secteur secondaire ou surtout tertiaire, enfin ici on peut dire que c'est le secteur secondaire, la production de céramique, donc de poterie, et d'autre part la production de textiles. Enfin, je dirais que l'agriculture d'une part et l'élevage d'une part sont les grandes innovations de la révolution néolithique, hein, à partir, vous savez, des environs de 10 000 avant notre ère. Ici, ben, on est nettement plus loin sur le plan chronologique, mais il se fait que jusqu'à la Révolution française, je vous l'ai déjà dit, ben, l'immense majorité des gens se consacrent à l'agriculture. Ce sont des paysans. Donc à cette époque-là, l'immense majorité des Mésopotamiens, ce sont des agriculteurs. Voilà. Il y a bien entendu des commerçants, il y a bien entendu des artisans, mais l'immense majorité des gens, ce sont donc des paysans. Et il faut savoir que la Mésopotamie est effectivement une terre extrêmement riche et très productive, mais pas n'importe où. Vous savez que la Mésopotamie est déterminée, ben, on le voit étymologiquement, par l'existence de deux fleuves qui lui donnent vie, d'une part à l'ouest l'Euphrate et à l'est le Tigre. Vous pouvez regarder sur la carte qui se trouve derrière moi. Autrement dit, les zones qui sont cultivables, ce sont les zones qui se trouvent le long de ces deux fleuves. Les champs ont souvent la forme de lanières, c'est ce qu'on appelle les champs en lanières, parce qu'en fait ce sont des champs qui suivent le cours d'eau justement, ou bien qui suivent les canaux d'irrigation, les voies d'eau. C'est un petit peu logique puisqu'il faut de l'eau. Sans eau, ben, vous ne pouvez rien faire pousser, bien entendu.
Alors, qu'est-ce qu'on plante dans ces champs? Eh bien, en Mésopotamie, c'est essentiellement de l'orge. Et vous savez que l'orge, ça permet de fabriquer de la bière, donc de la boisson, entre autres choses. En Mésopotamie, vous avez également une autre culture, et ce sont les deux cultures, je dirais, de la Mésopotamie. C'est d'une part la culture de l'orge, et d'autre part la culture des dattes. N'oubliez pas qu'à date, il faut 2 T. Hein. Des dattes. Donc, ce sont des dattiers qui poussent. Alors, où ces dattiers poussent-ils? Eh bien là, carrément sur les berges des fleuves, ou près des canaux d'irrigation, ou éventuellement si vous avez des oasis. Vous savez que les oasis, ce sont en fait des points qui peuvent se trouver dans des régions plus ou moins désertiques, hein, des points d'eau, et autour desquels poussent justement des palmiers. Vous avez également des palmeraies également dans les villes. Ça va? Où l'on peut conduire l'eau, justement. L'adduction d'eau. Donc vous avez bien retenu 2 cultures, l'orge et d'autre part les dattes. Théoriquement, leur prix de vente est le même. Alors, ça a quelque chose qui est un petit peu absurde, parce que la culture de l'orge nécessite beaucoup plus de soins que la culture des dattiers. Les dattiers, ça pousse, enfin, oui, dans les palmeraies, ça pousse un petit peu facilement, ça pousse le long des berges, et il faut effectivement des jardiniers et des gens qui aillent couper les dattes. Tandis que pour l'orge, là, il faut des soins particuliers, il faut irriguer les terres, il faut véritablement, comme dans n'importe quelle culture, parce que ça se plante, hein, l'orge, tandis que les dattiers, mais ce sont des arbres, hein, ce sont des arbres, ça ne nécessite pas du tout les mêmes soins. Donc, en fait, la culture des dattiers est beaucoup plus rentable. Et pourtant, officiellement, le prix à la vente est le même. Alors, il faut tenir compte également dans la gestion des terres que l'on cultive d'un certain nombre d'éléments. En général, on sème en automne. En hiver, on irrigue, donc on fait venir de l'eau. Et les récoltes ont lieu au printemps, donc vers le mois de mars. N'oubliez pas que nous sommes dans un climat et dans des terres qui n'ont rien à voir avec nos régions. Il faut quand même avoir bien ça en tête. On dispose de beaucoup de soleil et de beaucoup d'eau à proximité des fleuves et des voies d'eau. Dès que vous éloignez un petit peu de ces régions-là, en fait, c'est le désert. Hein. N'oubliez pas que ça se passe exactement comme en Égypte. Hein. Si vous voyez l'Égypte, vous vous souvenez que le Nil, c'est en fait une très longue oasis qui traverse le Soudan et qui arrive donc à la mer Méditerranée, mais que s'il n'y avait pas le Nil, on serait en plein Sahara. De part et d'autre du Nil, vous avez le désert libyque et d'autre part le désert arabique. En fait, on est en plein désert. Et bien là, c'est la même chose. S'il n'y a pas l'Euphrate et le Tigre, on est en plein désert. Hein. Voilà. Alors, vous avez bien retenu les 3 éléments quand même que je viens d'évoquer ici. Maintenant, on va aborder le problème de l'élevage. Alors, l'élevage est moins important, si vous voulez, comme activité que l'agriculture, tout d'abord. Il y a 2 types d'animaux qui sont élevés. On pratique d'une part l'élevage des moutons et l'élevage des bovins. Alors, si on cultive les bovins, ce n'est pas tant pour la viande, leur viande, que parce que ce sont en fait les tracteurs de l'époque. Ce sont des forces motrices
qui permettent de tirer les arères, les charrues de l'époque, si vous voulez, hein, même si ces charrues ne sont pas les charrues médiévales. Hein. Donc, ça permet de tirer, et on a besoin de force motrice. Les moutons, eux, ils ont une autre destination. Ces moutons sont élevés en très très grande quantité. Vous devez imaginer que les cheptels, c'est-à-dire les troupeaux des temples, s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de moutons, plusieurs dizaines de milliers de moutons par temple. Donc les temples sont extrêmement riches, ce sont des, je ne dirais pas que ce sont des multinationales, mais enfin ce sont des sociétés qui vraiment... Alors ces moutons, ils servent à quoi? Comme les bœufs d'ailleurs. Alors, il y a une petite partie des bœufs qui sont mangés, une partie des moutons qui sont effectivement mangés par le petit peuple. Mais vous devez imaginer essentiellement que ces moutons sont destinés aux offrandes des dieux, pour les dieux. Alors, entendons-nous bien, quand on dit qu'ils sont sacrifiés pour les dieux, et ça doit peut-être vous faire réfléchir un petit peu, hein, la fête du mouton, hein, dans les pays arabes, etc., je vous signale que la Mésopotamie, c'est l'Irak quand même, hein. Dire qu'il y a un lien, donc on sacrifie des moutons. On sacrifie des moutons. Vous savez que la religion musulmane n'est pas née comme ça. Il y a toute une série de rites, de pratiques qui remontent à l'époque pré-islamique, qui remontent à l'Antiquité. D'ailleurs, si vous voyez ne fût-ce que le calendrier musulman, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de mois musulmans qui sont en fait les noms des mois des Mésopotamiens. Le mois de Nissan, par exemple, sauf erreur de ma part, hein, peut-être que tu peux m'en dire. Non, Nissan, N-I-2-S-A-N, on le retrouve dans le calendrier musulman, mais en fait c'est un mois qui existe dans les calendriers des Babyloniens, par exemple. J'étais donc en train de parler des moutons. Alors ces moutons, ils sont sacrifiés, mais évidemment, quand ils sont sacrifiés pour un dieu, et il y a de nombreux dieux en Mésopotamie, vous devez vous dire que ces moutons, on ne va pas laisser pourrir évidemment la dépouille du mouton, bien entendu, ces moutons qui ont été sacrifiés, ils partent pour être mangés par tous les prêtres et leurs acolytes, et ça part également pour le personnel du palais royal. Bien entendu, on ne jette pas toutes ces dépouilles, ça sert évidemment à être mangé. Mais ils ont d'abord été sacrifiés comme offrande pour un dieu. Voilà. Pensez bien, c'est comme en Égypte, hein. Lorsque les prêtres allaient déposer des offrandes devant la statue, je ne sais pas, de n'importe quel dieu, vous pensez bien qu'après un certain temps, on allait rechercher les offrandes et puis on allait les manger. Hein. Les prêtres, c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Ils ne laissaient pas pourrir tous les jours toutes les offrandes qui étaient offertes aux dieux. Ça va de soi, parce que parfois on s'interroge. Hein. Voilà. Voilà donc pour l'élevage. Alors, maintenant, on va voir comment fonctionnaient les domaines. Parce que je ne vous ai pas expliqué vraiment comment fonctionnaient les domaines jusqu'à présent. Ces domaines ruraux. N'oubliez pas que les domaines ruraux constituent l'essentiel de l'économie babylonienne, même si je vous ai dit que plus particulièrement, c'est le palais, les palais et les temples qui sont le moteur de l'économie. Mais ils ne sont le moteur de l'économie que parce qu'ils sont constitués par des domaines, justement. Alors, il y a des domaines de personnages qui sont riches. Il n'y a pas que des domaines qui appartiennent au temple ou au roi. Certains de ces domaines appartiennent justement à cette fameuse notabilité urbaine dont il était question il y a peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Certains de ces notables urbains sont eux-mêmes des intendants de ces grands domaines. Ils y font en tout cas des affaires. Alors, vous avez des grands domaines qui sont gérés directement par le propriétaire ou d'autres qui sont sous-traités, si je puis dire. Mais on va voir ça dans quelques minutes lorsque j'aborderai les domaines des temples en particulier.
À côté de ça, vous devez vous dire qu'il y a aussi des petites surfaces qui sont cultivées, qui appartiennent à des individus, mais souvenez-vous, ces individus souvent ne parviennent pas, ces paysans pour être plus précis, ne parviennent pas souvent à s'en tirer avec les maigres fruits, si je puis dire, de leur travail, et dans ce cas-là, ils louent souvent leurs services pour des grands domaines. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant dans le cadre de l'économie rurale, dirigée donc par les grands palais et surtout par les grands temples. Ces domaines sont immenses, mais vraiment immenses. Hein. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de l'Égypte, où j'avais dit qu'il y avait déjà des grands domaines qui appartenaient au temple. Quand je vous ai parlé des fondations la semaine passée, vous vous souvenez hein, de ces fondations qui constituent des petits États dans l'État. Et je vous avais dit, mais vous pouvez, en changeant ce qui doit être changé, bien entendu, faire des comparaisons avec les terres parfois très importantes, des surfaces très importantes, qui étaient possédées par les abbayes au Moyen-Âge, parce qu'elles aussi bénéficiaient de donations des nobles. Donc ici, vous devez vous dire que ces terres sont parfois très très importantes, et on peut dire qu'il y a un véritable deal, donc du donnant-donnant, entre d'une part le roi qui reste théoriquement maître de ces terres, et d'autre part les gestionnaires de ces temples qui doivent lui prêter à certains moments d'année une partie de leur personnel pour les grands travaux royaux. Mais je dirais que ce qui caractérise la Mésopotamie du Sud par rapport à la Mésopotamie du Nord, donc pour faire bref, d'une part la Babylonie et d'autre part la Syrie, qui avait connu son âge de gloire dans le demi-siècle qui précédait, eh bien c'est que en Assyrie, je dis bien en Assyrie, hein, Assyrie en un seul mot, c'est pas la Syrie, c'est L' Assyrie, hein, parce que quand on est dans la même région, parfois il y a des ambiguïtés. Donc, c'est qu'en Assyrie, le roi possède l'essentiel des terres, tandis qu'on a une structure bicéphale en Babylonie, d'une part le roi et d'autre part les grands temples. Un petit peu comme en Égypte, à la suite de la création de toutes ces fondations. Alors, ce qui fait que la domination des rois assyriens est beaucoup plus prégnante sur les populations. Tandis qu'en Mésopotamie du Sud, le simple fait qu'il y ait ce système à deux têtes, eh bien, va faire que tous les pouvoirs ne sont pas réunis complètement entre les mains d'une seule personne. Il y a un dédoublement, si vous voulez, du pouvoir. Même si je vous dis que, in fine, c'est quand même le roi qui décide, on est bien d'accord. Sauf qu'il y a une sorte de subdélégation au niveau de la gestion des terres. Alors, il y a deux manières de gérer ces immenses propriétés. Il y a ce qu'on appelle d'une part le faire-valoir direct et d'autre part le faire-valoir indirect. Alors, quelle est la différence entre ces deux modes de gestion des terres? Eh bien, qu'est-ce que c'est que le faire-valoir direct? Eh bien, le faire-valoir direct, c'est un mode de gestion, un système où le propriétaire, disons ici en l'occurrence le temple, fait travailler directement sur ces terres du personnel qui lui appartient, comme des esclaves, ou des paysans qui sont là à demeure même s'ils ne sont pas esclaves, ou encore, je dirais, les fameux paysans dépendants que j'ai évoqués au début de mon cours, et qui doivent donc payer une redevance. Vous devez vous dire que dans ce cas-là, dans le cas de ce personnel qui dépend immédiatement et qui n'a aucune autre ressource que le fait d'avoir les rations de nourriture
qui est distribué par l'administration du temple, vous devez vous dire que presque la totalité, je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres précis, mais presque la totalité de ce qui est produit constitue une redevance qui est donnée. Ce n'est pas une redevance, à la limite c'est le produit de la terre, ce sont des gens qui travaillent presque gratuitement au profit du temple. Vous avez un autre système, et puis je reviendrai dans un instant sur le faire-valoir direct, une des modalités du faire-valoir direct dans les temples, et je vais d'abord aborder le faire-valoir indirect pour que vous ayez un élément de comparaison. Dans le cas du faire-valoir indirect, c'est que vous avez des paysans qui viennent travailler sur les terres, et dans le cas d'un temple qu'on connaît bien, les 2/3 de ces terres fonctionnent en faire-valoir indirect, alors qu'il n'y a qu'un tiers qui fonctionne en faire-valoir direct. Eh bien, dans ce temple-là en particulier, les paysans qui sont en fait des extérieurs, vous comprenez, ce sont des gens qui ont leur propre champ, mais qui ne produisent pas assez de rendement à leurs yeux, par leurs yeux seulement, surtout pour leur estomac, sont obligés de travailler donc sur les grands domaines. Eh bien, ces gens-là, ils doivent payer 50% de redevance. 50% de redevance. Alors que je vous ai dit tout à l'heure que c'est sans doute 90% des redevances de ce qui était produit qui allait directement au temple, puisqu'il fallait seulement laisser un petit pécule, un tout petit salaire, et alors de quoi se nourrir pour les esclaves. Les esclaves, par définition, ne sont pas rémunérés, ils sont simplement nourris. Donc vous imaginez, donc la rentabilité. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi finalement? Quand on travaille en faire-valoir direct, apparemment, le rendement est nettement plus important. 90%, tandis que de l'autre côté, c'est 50%. C'est du 50-50. Et pourquoi alors dans ce temple, les 2/3 des terres sont entre les mains de gens qui sont des extérieurs, alors qu'en fait, il y a tout intérêt à faire travailler uniquement des esclaves et des gens qui travaillent sur place? Eh bien, parce que vous le savez, c'est d'ailleurs un des moteurs, je dirais, du passage de l'esclavage vers le servage et vers d'autres formes de mode de production. Le mode de production que nous connaissons à l'heure actuelle, c'est plus l'esclavage, c'est plus le servage, c'est le salariat. On remarque que les gens qui travaillent pour eux, même s'il y a 50% qui va au temps, mais ils sont plus rentables, parce qu'ils travaillent pour eux. Un esclave ne travaille pas aussi bien que quelqu'un qui cherche à gagner sa vie. C'est une question de rentabilité. Vous comprenez? Et puis vous n'avez aucune charge dans ce cas-là. C'est le paysan qui doit tout faire véritablement. Il arrive avec ses outils, sa charrue, avec ses bœufs, il doit tout faire, quoi. Eh bien, c'est plus rentable, manifestement, d'avoir seulement 50% des redevances plutôt que d'avoir la très grande majorité, parce que les esclaves, les dépendants, etc., ils travaillent, ils ne sont pas très stimulés, évidemment. Voilà. Vous savez, c'est une des raisons pour lesquelles on a augmenté les salaires au XXe siècle, parce qu'on s'est rendu compte qu'en augmentant les salaires, a priori, ça ne paraît pas intéressant pour les patrons, mais les gens commençaient à avoir goût à la société de consommation et ça faisait tourner l'économie. Donc si on augmentait les salaires, c'est pas seulement parce qu'il y a eu des grèves, etc., bien entendu, il y a eu ça aussi, mais c'est que ça fait tourner l'économie. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la politique de la demande. À ne pas confondre avec la politique de l'offre, qui est celle qui est menée pour l'instant par François Hollande et Manuel Valls, par exemple, en France. Là, ils se sont dit au contraire, on met l'accent de l'autre côté. Donc il faut bien distinguer les deux. Bon. Donc, j'étais en train de vous parler du faire-valoir direct et du faire-valoir indirect, mais je vous avais dit que le faire-valoir direct, j'allais y revenir. En effet, il existe un mode de gestion particulier du faire-valoir direct qui est non pas d'avoir ses propres gens qui travaillent dedans, sur vos champs, mais de confier à la suite d'un contrat qui est signé entre vous, le propriétaire, et un individu, on peut dire un entrepreneur, à qui vous louez tout votre domaine,
ou une grande partie de votre domaine, et qui lui-même a ses propres agents, qui vont être ses propres paysans, c'est ce qu'on appelle de la sous-traitance. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Eh bien, celui qui va passer le contrat avec vous va passer un contrat de ce qu'on appelle un contrat de ferme générale. Je crois vous avoir parlé à vous, aux étudiants d'une autre année, de ce que c'est que le système du fermage. C'est à vous, aux étudiants de deuxième. Je vous ai parlé du fermage. Mais sinon, je le répète. Ah, voilà. Alors, le fermage, c'est quoi? Eh bien, c'est un type de contrat particulier entre un propriétaire et quelqu'un qui va vous louer votre terre, entendu? Mais qui doit arriver avec son propre outillage, avec ses animaux et tout, pour faire travailler la terre, et cette personne-là va vous donner un montant qui est fixe pour la location, qui est déterminé à l'avance. Voilà, donc vous donnez autant pour l'année, vous louez, et c'est vous qui gérez tout le domaine et tout. Et au fond, le propriétaire, c'est un rentier, il ne s'occupe de rien. Il reçoit le produit de la location. Mais par contre, tout ce qui est produit, tout ce qui est produit réellement, ça va au locataire, hein, ça ne va pas au propriétaire, on est bien d'accord. Eh bien, ce qu'on appelle la ferme, on dit générale parce que ce sont des domaines immenses. Hein. Un fermier général, c'est quelqu'un qui est très riche lui-même, hein, donc c'est pas un pauvre, hein, ça va? Donc, ce qu'on appelle ferme, ou ce qu'on appelait ferme au Moyen-Âge, au temps moderne, mais non, c'est plus tout à fait ça, parce que le mot a viré, si je veux dire, de bord, il a évolué le mot. Hein, mais quand on dit un fermier au Moyen-Âge ou au temps moderne, surtout au temps moderne, hein, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, et même encore au XIXe siècle, vous savez, au XXe siècle, on parle encore de fermier. Un fermier, c'est pas celui qui possède les terres, hein. Parce que chez nous, dans nos campagnes, on dit « Ah, c'est un fermier ». La plupart du temps, ce ne sont pas des fermiers, ce sont des propriétaires, ce ne sont pas des locataires. Un fermier, c'est un locataire. Et quand on dit une ferme, ben non, la plupart du temps, ce n'est pas des fermes. Elles sont la propriété de la personne, de l'agriculteur, du cultivateur. On parle de fermier quand il y a location. Ça va? Et quand c'est 50-50, hein, alors on appelle ça un métayer. Ça vient du mot meta, qui veut dire moitié en italien. Ça va? Donc, dans ce cas-ci, vous avez donc un fermier qui loue, d'autre côté, vous avez un propriétaire qui est un rentier qui ne s'occupe strictement de rien, et donc, le fermier, c'est celui qui vient avec ses bœufs, qui vient avec ses moutons, qui vient avec les semences, qui s'occupe de tout. Il donne une somme fixe chaque année au propriétaire. Alors, les années où ça marche bien, ben, il a beaucoup de profit. Les années où ça ne marche pas bien, il a peu de profit. Et ça, c'est à sa charge. C'est un entrepreneur. Entendu? Alors, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire sur cette économie mésopotamienne? Je réfléchis un petit peu. Plein de choses à dire, évidemment, mais il faut que ce soit des choses essentielles. Oui, je pourrais aussi vous expliquer que dans ces grands domaines qui appartiennent au temple, il y a non seulement une gestion qui est très poussée, mais il y a également toute une administration. Le domaine du temple, le domaine rural du temple, est dirigé par, je dirais, le chef de la gestion, si vous voulez. En général, ils sont à deux d'ailleurs. Les agents royaux contrôlent la production, mais alors à côté de ça, vous avez des chefs de secteur, si je puis dire. Vous avez un chef du secteur de la boulangerie, pour ceux qui produisent pour toute la production d'orge, parce que l'orge, ça sert aussi à produire du pain, il ne faut pas oublier. Hein? Alors, vous avez le chef du secteur des dattes aussi. Voilà. Oui, alors l'orge, ça peut servir à plusieurs choses, mais ça peut servir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à faire de la bière. Donc, vous avez aussi le chef des brasseurs. Ça va? Alors, ce qui nous intéresse à nous, ce qui nous intéresse nous plutôt, au début du XXe siècle, c'est de voir en fait
qu'il y a des systèmes de rendement qui sont très très bien calculés. On a calculé qu'en général, il y a une répartition au niveau des bénéfices de plus, je n'ai plus les chiffres tout à fait précis en tête, mais je crois que pour les prêts c'est 10%, 20% pour la main-d'œuvre servile par rapport à l'investissement dans l'achat, chaque fois, c'est toujours par rapport à l'achat. Et alors, il y a pour les domaines ruraux plus ou moins 20% par rapport au capital investi. Donc vous retenez 20% de rendement pour le capital investi dans l'agriculture, 10%, si pas plus, dans le domaine, je dirais, des prêts, et 20% par rapport à la main-d'œuvre possédée. Ça va? Et alors, il y a l'autre élément, c'est que déjà, à l'époque, vous avez une forme de bureaucratie, c'est-à-dire que dans ces entreprises religieuses que sont les temples, comme les abbayes, vous avez vraiment une vraie réflexion sur le rendement, sur la productivité. Donc ce sont des gens qui se posent des questions. Donc on fait déjà à l'époque du management, quoi. C'est ça ce qu'on appelle le management. C'est la gestion du personnel pour qu'ils produisent le plus possible. Hein? Ça va? Bon, alors maintenant reste le domaine du commerce, parce que le commerce, j'en ai pas beaucoup parlé. J'en ai parlé un petit peu, peut-être en évoquant la notabilité urbaine. Alors le domaine, le commerce, il y a deux secteurs dans le commerce. Il y a le commerce effectué par des personnes privées. Alors là, ça ne porte pas sur de gros montants, et on n'a pas de trace véritablement d'un commerce régional en Babylonie à cette époque-là. En revanche, on voit que les notables urbains participent à un commerce de type international au profit des grands temples et au profit d'eux-mêmes, de leur famille, bien entendu, parce qu'ils parviennent à grossir leur patrimoine, vers l'ouest. Ça veut dire que là, on peut parler de commerce véritablement international. Alors, quand les temples font du commerce sur le plan international, ça peut être d'abord, dans un premier temps, pour vendre leur surplus, parce que vous pensez bien que face aux quantités en tonnes, en quintaux, c'est quelque chose d'énorme, ce qui est produit dans ces domaines ruraux des temples. Donc, vu ce qui est produit, ben, il y a des surplus, le surplus peut être vendu, mais c'est aussi pour acquérir des objets extrêmement rares. Vous savez que dans les temples, on essaye d'acquérir des choses qu'on ne trouve pas ailleurs et qui vont participer, je dirais, du culte, de l'adoration des dieux et des déesses. Donc pour pouvoir acquérir ces biens rares que l'on ne trouve pas en Mésopotamie, il faut effectivement voyager, envoyer des gens très loin. Eh bien, ça va être un des rôles justement de ces notables urbains qui vont augmenter leur patrimoine de cette manière-là. Alors, je vous parle de cette notabilité urbaine donc, qui augmente son patrimoine, et on voit des grandes fortunes se constituer. Alors, ce qui est intéressant également pour l'historien, c'est de voir que certaines de ces grandes familles, comme la famille des Égibi, hein, E-G-I-B-I, eh bien, cette véritable dynastie bourgeoise, parce que je crois qu'on peut parler de bourgeoisie, hein, quand je parle de notabilité urbaine, on ne peut parler de bourgeoisie, eh bien, certaines de ces dynasties bourgeoises sont parvenues, je dirais, à prospérer dans des régimes différents, c'est-à-dire des gens que l'on connaît déjà à l'époque assyrienne, prospèrent à l'époque néo-babylonienne, et puis continuent de prospérer encore à l'époque achéménide. Sauf que, on ne sait pas pourquoi à l'heure actuelle, à partir de Cyrus qui est donc l'empereur perse qui met fin à l'empire néo-babylonien et qui va conquérir l'Égypte, et bien qu'à partir de Cyrus, la plus grande partie des archives familiales disparaissent tout à coup. On ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi. Donc on a peu de sources. Mais on voit quand même des familles qui parviennent à survivre au-delà dans un régime politique différent. Voilà. Alors, conclusion de ma leçon, c'est que j'espère que vous aurez bien noté que j'ai essayé de faire une leçon bien structurée, où je vous ai parlé successivement des 3 groupes sociaux dans le domaine, dans le premier chapitre. Ensuite, je vous ai parlé des différentes caractéristiques de l'économie, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine du commerce. J'ai essayé de montrer qu'il existe des grands domaines, mais que le véritable moteur de cette économie est entre les mains du palais royal et d'autre part des temples religieux. Et maintenant, dans cette conclusion, je voudrais revenir peut-être sur des éléments évoqués dans mon introduction. C'est réinsister sur le dynamisme de cette économie qui, moi, m'a frappé quand j'ai commencé à lire des ouvrages sur le sujet, parce que je ne suis pas spécialiste de la Mésopotamie du tout. Hein. Ensuite, qu'ils mettent au point tout un système de contrats dont je n'ai pas donné le détail ici, mais qui prouve que ce sont des gens déjà qui se posent des questions sur la manière et sur dont on va faire du commerce avec les autres, les gages que l'on doit mettre en garantie, etc., etc., et qui se posent des vraies questions de commerçants, quoi. Des gens qui font parfois du grand commerce, en particulier cette bourgeoisie urbaine. Alors, comme d'habitude, je vous montre quelques ouvrages. Alors, je commence tout d'abord par un dictionnaire vraiment indispensable, surtout pour de futurs professeurs, de Guy Rachet, Dictionnaire des civilisations de l'Orient ancien, chez Larousse. Ensuite, de Annie Cobet et Patrick Puisségur, chez Terrail, aux origines de la civilisation l'Orient ancien. De Rouda, avec une préface de Jean Bottero, qui était un grand assyriologue français, chez Bordas, l'Orient ancien. Je dis qu'aujourd'hui, ça m'a pesé que de porter ces livres, parce que c'est vraiment du papier très dense. Alors, de Michael Roth, Atlas de la Mésopotamie et du Proche-Orient ancien, chez Brepols, dont il y a un exemplaire à la bibliothèque de l'école. Alors, ça c'est la collection qui paraît chaque semaine maintenant depuis 4 ou 5 mois. Histoire et civilisation, c'est une collection présentée par Jacques Le Goff, un médiéviste. Les civilisations mésopotamiennes, publiées par The National Geographic. Alors, d'autres ouvrages, le Proche-Orient asiatique, tome 2, les empires mésopotamiens et Israël, aux presses universitaires de France en Nouvelle Clio, donc c'est bien le tome 2. Essaye de ne pas envoyer l'éclair dans le livre, hein, parce que je ne crois pas que ce soit l'idéal. Sinon, on ne verra rien lorsque ce sera présenté. Alors, de Pierre Briand, Histoire de l'Empire perse de Cyrus Alexandre chez Fayard. Si je montre cet ouvrage, c'est pour vous rappeler quand même qu'au VIe siècle, à partir de 539, la Babylonie, l'ensemble de la Mésopotamie, fait partie de l'Empire perse. Ça va? Donc si vous vous intéressez à la Babylonie à partir du milieu du VIe siècle, c'est dans les histoires de l'Empire perse qu'il faut chercher. De Georges Roux, la Mésopotamie, dans la collection Point Histoire. De Jean-Jacques Glasner, un grand spécialiste aussi, la Mésopotamie, dans la collection Guide belles lettres des civilisations. C'est un ouvrage très pédagogique, comme tous les ouvrages de cette collection-là. Vous avez donc la plupart des grandes civilisations. Et enfin, le maître ouvrage qui m'a servi pour préparer cette leçon, à côté des autres, bien sûr, mais plus particulièrement de Francis Johannes, la Mésopotamie au 1er millénaire avant Jésus-Christ,
chez Armand Collin dans la collection U. J'ai dit